Édouard, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on ne va pas être très politiquement corrects tous les deux parce que vous êtes analyste financier chez Alpha Value et vous couvrez le secteur du jeu, notre thème du jour. Alors, c'est un secteur très intéressant, mais il faudrait peut-être nous donner quelques ordres de grandeur concernant ce secteur. Alors donc, le secteur des jeux en Europe, c'est environ 100 milliards de revenus, donc c'est ce que les joueurs perdent en fait. Et donc ces 100 milliards, ils peuvent être divisés en deux catégories principales, qui sont la partie online, qui représente environ 20% de ces 100 milliards, et la partie physique, donc qui représente aussi bien les casinos que les boutiques. Par exemple en Angleterre, ça se fait beaucoup, les boutiques où les gens vont parier ou jouer sur des machines à la roulette, des jeux de chance comme ça. Donc ça représente donc les deux gros marchés. La partie online est une partie qui évidemment croît beaucoup plus vite en ce moment. C'est environ 8 à 10% de croissance, tandis que la partie retail est plus, on va dire, dans les 1-2%, ça tend vers zéro parce que les joueurs, évidemment, vont vers le online au fil du temps. Le retail, c'est le physique, hein, dans votre C'est jargon. ça, oui, pardon, le retail, c'est le physique, c'est ça. Donc, forte croissance du online, 8 à 10% par an. C'est ça. Et quasi-stabilité du retail, c'est ça. Du physique. C'est ça. Bon, donc 100 milliards d'euros qui sont perdus en Europe, rien qu'en Europe, chaque année par les joueurs. Donc évidemment, ça va dans la poche des opérateurs de jeux. Et si on fait cette émission aujourd'hui, c'est parce que vous m'aviez dit, Édouard, que le timing était particulièrement intéressant pour jouer le secteur du jeu. En quoi le timing est-il bon? Alors c'est ça, le timing est assez bon parce qu'il y a plusieurs valeurs qui sont en ce moment sous-valorisées. Il y a eu une légère correction après le Q2 due à des résultats qui ont déçu certains, sachant qu'ils n'étaient pas non plus dramatiques. Donc les actions ont légèrement corrigé et aujourd'hui offrent un potentiel de rendement assez intéressant. Alors on va s'intéresser à trois actions particulièrement, enfin deux d'abord, deux britanniques, GVC Holdings et Paddy Power. Alors on va commencer par GVC Holdings et la troisième, je le précise, ça sera OPAP, une valeur grecque. On en parlera un petit peu, mais c'est plus à la marge. Alors, GVC Holdings, déjà, présentez-nous ce groupe. Alors GVC, en fait, c'est une espèce de société holding qui s'est développée très rapidement dans le secteur des jeux. Il y a encore 10 ans, elle était inconnue. Et en fait, ils ont grossi par croissance externe. De manière très agressive, ils ont acheté énormément d'entreprises. Ils ont souvent acheté des entreprises plus gros qu'eux, en faisant des reverse takeover. Ça a été le cas. Reverse recover, on va donc, traduire. Ça veut dire en fait qu'ils ont acheté des entreprises plus grosses qu'elles. D'accord. Et donc par exemple, ça a été le cas en 2016 de Bwin Party. Donc GVC a racheté Bwin pour un peu plus d'1 milliard de livres. Et ça a été le cas encore plus récemment, cette année, en début d'année, avec le rachat de Ladbrokes, qui était un des plus gros retailers anglais. Donc, qui détenait le marché physique. Qui détenait une grosse partie du marché physique en Angleterre. Donc ça a été pour un peu plus de 3 milliards de livres. Donc des très grosses acquisitions. C'est une entreprise qui a eu au cœur de sa stratégie de développer sa technologie propriétaire. Donc contrairement à certains autres opérateurs qui, eux, sous-traitent toute leur chaîne d'IT, GVC a décidé de tout faire en interne et de cibler ses acquisitions de sorte à pouvoir racheter des opérateurs qui seraient complémentaires. Donc ça a été le cas de Bwin par exemple, qui détenait sa chaîne d'IT pour tout ce qui était paris sportif, alors que GVC était plus orienté jeux en ligne. Donc ce qui fait que les deux plateformes ont fusionné et ça a créé des synergies assez énormes. Jeux en ligne, c'est les jeux de chance principalement? Oui, c'est ça. Donc, c'est des jeux qui sont basés sur des profils statistiques. Donc, ça peut être le poker, ça peut être des casinos, de la roulette, etc. Donc là, vous disiez complémentarité des deux systèmes informatiques? C'est ça. C'est ça, qui permet d'économiser de l'argent en termes de développement, parce qu'on n'a plus à payer des sous-traitants, et qui en plus permet de s'adapter beaucoup plus rapidement à la demande des joueurs. C'est-à-dire que si un jeu ne plaît pas, on peut l'améliorer. S'il n'y a pas assez de jeux, on peut développer d'autres jeux sur la plateforme. Et en plus, troisième avantage, ça permet de développer des offres B2B avec d'autres opérateurs qui, eux, n'ont pas cette technologie-là. Donc ça a été le cas notamment avec le PMU français,
qui n'a pas sa propre structure informatique et qui du coup a fait appel à GVC pour des services de back-office, d'IT, etc. Donc c'est un business qui est principalement B2C quand même, mais qui peut se développer en B2B et qui offre des opportunités assez intéressantes. Quel est l'intérêt d'avoir racheté Ladbrokes? Parce que vous dites que Ladbrokes est principalement positionné sur le marché physique, celui des boutiques. Or, en préambule, vous nous avez expliqué que ce marché stagnait. Oui, alors il y a plusieurs avantages. Déjà, en termes de synergie, Ladbrokes ne possédait pas toute sa chaîne de technologie. Donc GVC va pouvoir implémenter ses propres process et chaînes d'IT au sein de la gamme de Ladbrokes. Ensuite, le marché retail, même s'il n'a pas la même croissance que le marché online, c'est un marché qui est très profitable avec des marges qui sont supérieures à ce qu'on peut trouver online. Et donc c'est un marché qui reste intéressant. Et troisième point, GVC a été assez malin dans le sens où ils ont intégré dans leur prix d'acquisition, dans leur structure d'achat, un certificat de valeur garantie qui était basé sur la valeur du retail. Donc en fait, si la valeur du retail diminue, le prix d'acquisition diminue d'autant. Et en fait, c'est un processus qui a été implémenté car au Royaume-Uni, donc là où est principalement implanté Ladbrokes, il y a une nouvelle réglementation qui devrait arriver d'ici début 2020 qui va imposer une restriction sur les sommes max investies dans les machines dans les boutiques. Une limitation des mises. C'est ça. En fait, on passe de 100 livres à 2 livres. Donc du coup, la valeur du marché physique va énormément diminuer. Et GVC, via ce processus de certificat de valeur garantie, en fait, a supprimé son exposition au risque de réglementation. Donc ça a été un très très beau coup et ça leur a permis d'acheter l'entreprise avant les autres et donc de ne pas se retrouver en compétition. Les perspectives de GVC, elles se situent aussi de l'autre côté de l'Atlantique, avec le marché américain qui s'ouvre. Ça sera également le cas pour Paddy Power, on le verra. Oui, alors effectivement, le marché américain, contrairement à ce qu'on peut penser, était complètement fermé aux paris sportifs. En fait, il n'y avait que quelques États qui l'autorisaient, comme le Nevada, mais sous certaines conditions. En fait, il fallait être présent dans des casinos et parier sur des machines. Et donc, le marché en mai s'est débloqué, car la loi fédérale qui empêchait les paris sportifs a été levée. Et donc maintenant, le marché est en train de progressivement de s'ouvrir État par État, donc ce qui va prendre un certain temps. Mais donc GVC a déjà signé des partenariats majeurs, avec notamment la chaîne de casinos MGM, qui recouvre environ 30 millions de clients. Et donc il va pouvoir, via cette technologie propriétaire, signer des partenariats avec des opérateurs de casinos qui, eux, n'ont pas la technologie pour les paris sportifs, etc. Et donc ils vont pouvoir se développer très rapidement dans ce marché-là. Parce que l'une des grandes forces de GVC, il faut insister là-dessus, selon vous, c'est son IT, son informatique. C'est ça, c'est son principal avantage. Ouais. Ils sont plus forts que les autres dans ce domaine? Ils sont plus forts. Ils sont plus forts dans le sens où ils possèdent plus de 90% de leur IT. Ce qui est aussi le cas chez Paddy Power, mais ce qui n'est pas le cas dans la majorité des autres opérateurs. Et donc ça permet d'être beaucoup plus réactif quand on veut développer un marché? Ça permet d'être très réactif. Par exemple, ils ont signé le partenariat avec MGM il y a 3 mois, et il y a 1 mois, ils annonçaient que les premiers revenus étaient en train d'arriver. Ça veut dire qu'ils ont réussi à mettre en place une offre qui n'existait pas il y a encore 3 mois, en 2 mois, ce qui est monumental. Et personne d'autre peut le faire. Cela dit, ils ne vont peut-être pas dégager des profits immédiatement aux États-Unis. Alors non, ça sera un business en mode start-up au début, donc il y aura des pertes. Cette année, on s'attend à ce qu'il y ait une perte qui n'a pas encore été valorisée par le management. On s'attend à ce que 2019 soit une année un peu break-even, donc à profitabilité zéro, qui permettrait ensuite d'avoir une emprise suffisante sur le marché pour envisager des profits assez conséquents à partir de 2020. C'est une société dont vous nous disiez qu'elle n'était pas extrêmement bien valorisée, compte tenu de ses perspectives. Alors en fait, elle a toujours subi une décote, parce qu'en fait, elle était présente historiquement dans des marchés qui étaient soit non régulés, soit des marchés illégaux. Donc avant, ça représentait environ 40% de ses revenus, mais la stratégie du management a justement été de mettre de côté et de vendre les business dans ces pays à risque, de sorte à diminuer le profil de risque de l'entreprise. Et aujourd'hui,
90% des revenus sont considérés comme à peu près sûrs. Donc, en fait, le marché ne s'est pas encore mis dans la tête que GVC était une boîte qui était de moins en moins risquée et donc qui méritait des premiums en bourse. Alors, quand vous disiez marchés illégaux, vous faites référence à des marchés où le jeu en ligne était interdit et, miracle de l'Internet, on pouvait obtenir des clients qui se connectaient au site. Voilà. Bon. C'est ça. Donc là, ils sont en train de faire le ménage et de rester dans le cadre de la régulation. Bon, alors le temps file, on a pas mal parlé de GVC. Donc GVC, c'est une de vos fortes convictions. C'est ça, c'est notre plus forte conviction aujourd'hui. Paddy Power, maintenant, autre opérateur britannique. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Il est très exposé au marché australien, il me semble. C'est ça, environ un quart des revenus. Et le marché australien, c'est l'un des plus importants par tête d'habitant. Alors, le chiffre, moi, m'a stupéfié. C'était un chiffre que vous m'aviez communiqué, Edouard, dans la préparation de cette émission. En Australie, un adulte résident perd en moyenne, donc tous ne sont pas joueurs, mais la perte au jeu par adulte résident se situe au niveau de 1 000 $. C'est ça. C'est considérable. C'est énorme, c'est donc le plus gros marché ramené par adulte qui existe dans le monde. Il n'y a pas un marché plus élevé que celui-là. C'est en comparaison avec l'Angleterre, qui est un marché qui est considéré comme aussi énorme, c'est 3 fois plus. Donc on se rend compte que l'Australie, c'est vraiment déconnecté de tout ce qu'on peut trouver. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de Paddy Power? Donc Paddy Power, c'est une entreprise qui est principalement exposée au marché en ligne, donc ça représente plus de 80% de ses revenus, donc forte croissance. Et la proportion chez GVC, elle est de combien? Chez GVC, c'est environ 65% depuis qu'ils ont acheté Ladbrokes, sachant que ça va être amené à diminuer à cause du problème de réglementation en Angleterre qui va amener le marché retail en fait à se contracter. Vous voulez dire que la part du online va augmenter? C'est ça. C'est la part du retail qui va diminuer. C'est ça, exactement. Donc là, on est à 80% chez Paddy Power. C'est ça, un peu plus de 80%. Donc c'est assez énorme, donc des très forts taux de croissance. Et c'est une entreprise qui est aussi intéressante dans le sens où elle partage le principal avantage de GVC qui est de détenir sa technologie. Donc c'est une entreprise qui a fait les mêmes choix stratégiques de tout développer en interne et qui aujourd'hui est capable de se déployer très rapidement à l'étranger, et eux aussi ont signé des partenariats aux États-Unis, et donc ça devrait créer un vecteur de croissance énorme dans les années à venir. Donc c'est un point qui est très très important. Qu'est-ce qui fait que vous préférez GVC à Paddy Power, même si vous êtes favorable à Paddy Power? Alors, plusieurs raisons. On va dire que le premier point, c'est le management de GVC qui a toujours été très agressif dans ses acquisitions. Ils ont toujours réussi à redresser des entreprises qu'ils achetaient quasiment toujours en déclin. Ça a été le cas de Bwin qui était en déclin. Ils ont toujours en moins d'1 an réussi à faire repartir les business et donc à acheter des entreprises à des prix corrects et à les remettre sur pied très rapidement. Paddy Power, c'est un acteur beaucoup plus conservateur qui n'a pas cette croissance externe ambitieuse, voilà, c'est ça, et qui du coup est très intéressant, mais un peu moins que GVC. Alors, si on résume finalement pour les deux, les points communs, ce sont des groupes qui détiennent leur IT. Ça vous semble clé comme facteur. C'est ça. Parce que ça permet de développer très vite et de prendre pied sur des nouveaux marchés très facilement. C'est ça. Et puis on peut vendre des prestations aussi à des opérateurs tiers. En B2B. En B2B. Ils attaquent tous les deux le marché américain qui s'ouvre et ils sont très bien placés pour saisir des... Alors le marché américain, là encore on va donner quelques chiffres et on voit apparaître une infographie. C'est 117, grosso modo 117 milliards de dollars de pertes chaque année. Alors ça c'est le jeu tout compris. Hein. Oui, d'accord. Oui, alors c'est vrai que c'est un marché qui est énorme. Nous, donc chez Alpha Value, c'est le principal marché au monde. Ça sera, quand il sera ouvert, ce sera un des principaux marchés. Et nous, on estime que la partie donc, paris sportif, donc la partie qui nous intéresse, elle se situera autour de entre 10 et 20 milliards de dollars par an. Donc c'est un marché qui est énorme, qui sera assez long à s'ouvrir, parce que ça sera État par État, mais qui, une fois mature, sera le plus gros marché du monde. Bon, et il faut être sur le online pour profiter de la croissance du secteur. C'est ça. Alors, on a parlé de GVC Holdings, de Paddy Power, et on a mentionné en début d'émission
Une société OPAP. OPAP. Alors Oui. là, c'est une société hellène, une société grecque. Quelles sont ses caractéristiques? Alors OPAP, c'est un peu un ovni dans le monde du gaming, dans le sens où c'est une entreprise qui n'a pas du tout développé son offre en ligne pour l'instant. Et c'est une entreprise qui est dans une situation de monopole complet, parce qu'elle a réussi à obtenir des licences qui ont été souvent critiquées d'ailleurs par l'Union européenne, qui permettaient à son opérateur historique, donc OPAP, de bénéficier d'un monopole parfait sur l'ensemble de ses jeux. Donc ils sont les seuls à avoir le droit d'offrir des paris sportifs, des loteries, des jeux à gratter, etc. Donc jusqu'en 2020 ou 2030, en fonction des jeux, OPAP sera le seul à fournir ces services-là. Donc il y a une valeur énorme qui réside dans ce monopole. Par contre, ils ne sont pas du tout présents sur le online, ce qui va poser problème tout de Par même à contre, terme. effectivement, donc le jour où le marché va s'ouvrir, ce qui va forcément arriver parce que l'Europe l'a répété, il faut que le marché s'ouvre. Le jour où le marché s'ouvre, OPAP va se retrouver probablement un peu à la traîne face à des acteurs comme GVC ou Paddy Power qui n'attendent qu'une chose, c'est de foncer sur ce marché qui est quand même assez énorme. Et donc du coup, il y a un réel risque, on va dire, post-2020 pour le pari sportif et post-2030 pour tout le reste. Donc c'est une entreprise qui est un peu plus risquée, mais qui a quand même plusieurs atouts et qui sont assez intéressants. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle des VLT, donc ce sont des terminaux de jeu qui sont en train d'être installés, donc pour lesquels OPAP a obtenu une licence de la Grèce, qui lui permet de développer plusieurs milliers de machines dans ses boutiques physiques. Et donc ça, en fait, c'est un marché nouveau qui va apparaître, et c'est un marché qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est en Angleterre, donc ce qui se fait depuis déjà assez longtemps, c'est le plus gros marché. Ça représente plus de 55% des revenus des boutiques physiques en Angleterre, et c'est un marché qui n'existe pas en Grèce. Donc voilà, donc il y a une grosse base de croissance. Ils sont en train d'être installés en ce moment dans les boutiques. Donc il y a un réel vecteur de croissance qui se cache derrière cette valeur, malgré ces risques, on va dire, moyen et long terme. Et c'est une valeur qui verse un gros dividende. Et c'est effectivement une valeur qui paye bien, parce qu'en fait, c'est dû à la structure de son actionnariat. En 2013, le gouvernement a vendu sa participation dans OPAP pour renflouer les caisses du gouvernement. Et ils l'ont vendu à une entreprise donc de private equity qui l'a racheté avec une quantité de dette assez énorme et qui du coup a besoin d'un retour de dividendes très élevé pour financer ses intérêts financiers. Donc ce qui assure aux 60% restants d'actionnaires un dividende très très généreux. Les dividendes sont importants chez Paddy Power et GVC? Moins parce que ce sont des entreprises qui sont déjà mieux valorisées, donc avec des multiples plus élevés, donc le rendement est un peu tassé par les multiples plus élevés, et il n'y a pas ce problème où un actionnaire principal a besoin de grosses rentrées d'argent. Donc ils préfèrent mettre leur argent dans la croissance externe ou dans la croissance organique plutôt que dans les dividendes, ce qui n'est pas le cas d'OPAP. Donc c'est aussi un défaut d'OPAP. Donc si on doit étager vos convictions, numéro 1, GVC Holdings. C'est ça. Numéro 2, Paddy Power. Oui. Et en troisième position, OPAP. Et en dernier, OPAP. C'est ça. On arrive au terme de cette émission. Édouard, juste un petit mot sur la Française des Jeux. Parce que, bon, là, vous ne la couvrez pas, elle n'est pas encore privatisée, mais ça s'annonce tout de même de plus en plus. Oui. Ça se profile, ça se dessine de plus en plus. C'est une valeur qu'il faudra tout de même regarder de très près si elle est mise sur le marché. Alors c'est une valeur qui pourrait être intéressante, effectivement. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore quelles seront les évolutions du cadre de la réglementation. Il sera probablement favorable de sorte à obtenir un prix correct lors de l'IPO. Donc c'est une entreprise qui est assez intéressante. Et il faudra voir en parallèle ce qui se passe sur le marché des paris sportifs avec d'autres acteurs qui pourraient être amenés à se développer. Et ça pourrait aussi bénéficier, si le marché devenait moins restrictif en termes de taxation, ça pourrait bénéficier aussi aux opérateurs étrangers type GVC ou Paddy Power qui pourraient décider d'investir le marché. Oui, parce qu'en France, spécificité bien locale, la taxation est très élevée par rapport au reste du monde, sur les paris sportifs. Hein. Oui, en fait, c'est un marché où on taxe sur les mises, donc c'est directement... Oui, du coup, les marges sont très faibles. Très, très faibles. Les marges des opérateurs sont très faibles. Bon, on suivra ça de près, on vous fera revenir si d'aventure vous vous mettez à couvrir la FDJ, si elle est introduite en bourse. Avec plaisir. Évidemment. Bon, en tout cas, Édouard, merci d'avoir couvert ce thème avec nous qui n'est pas très politiquement correct, on le répète. Merci à vous.